Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie de la série Les fondamentaux du hardware où nous allons parler un petit peu refroidissement. En effet, le processeur que nous avons choisi est un vrai petit chauffage et il est très bon pour ça. Alors pour fonctionner, le processeur va consommer plus ou moins d'électricité. Vient ensuite l'effet Joule qui va nous rappeler qu'il est présent et toute cette électricité qui va transiter à l'intérieur du processeur va générer de la chaleur. On utilise donc en général la combinaison d'un ventilateur et d'un radiateur, VentiRad, une abréviation bien pratique, pour refroidir ce petit monstre. Le radiateur va donc devoir absorber la chaleur venant du processeur. Souvent, en fait, ce seront des caloducs qui seront utilisés dans un premier temps pour transmettre la chaleur du processeur au radiateur. Le ventilateur va ensuite faire circuler de l'air à travers celui-ci. Plus la surface de contact avec l'air est importante et plus le débit d'air est élevé, mieux c'est. C'est pourquoi on utilise souvent des ailettes en aluminium par exemple pour maximiser la surface de contact avec l'air et des ventilateurs avec un débit d'air important. Le principe est exactement le même avec le water cooling, sauf que les caloducs vont être remplacés par des tuyaux remplis d'eau qui conduit aussi très bien la chaleur. Mais en fait, petite parenthèse, pourquoi est-ce qu'on s'embête à garder nos composants au frais? Et oui, parce que quelle que soit la taille du système de refroidissement qu'on va installer dessus, les composants vont à la base consommer autant et donc dissiper toujours autant de chaleur. Alors une des premières raisons pour laquelle on va mettre des refroidissements assez conséquents, c'est pour éviter d'atteindre une température trop élevée, souvent 100-110 degrés, qui pourrait endommager les puces. Et ensuite, évidemment, on va chercher à réduire les nuisances sonores puisque un petit VentiRad va devoir faire tourner son ventilateur bien plus vite pour maintenir une température correcte. Vous allez aussi entendre parler de la pâte thermique que l'on va installer entre le processeur et le VentiRad. Celle-ci a pour rôle de combler les poches d'air qu'il pourrait y avoir entre les deux pièces. En effet, même si elles paraissent parfaitement plates, elles ne le sont pas du tout. Et vu que l'air conduit très mal la chaleur, il faut absolument éviter sa présence. C'est pourquoi on vient mettre de la pâte thermique qui, elle, de son côté, transfère très bien la chaleur. En termes de compatibilité, il faut tout d'abord vérifier que le modèle de VentiRad que vous choisissez soit compatible avec le socket de votre carte mère. En effet, chaque socket a son système de montage propre. Ensuite, il ne faut pas que la mémoire vienne se mettre en travers de votre chemin, mais heureusement, il existe de la mémoire moins haute, dite Low Profile, LP, qui sera compatible même avec les VentiRad imposants. Pour finir, il serait bête de laisser votre boîtier ouvert parce que votre VentiRad est trop haut. Donc avant de l'acheter, vérifiez bien sur la fiche produit du boîtier que vous allez choisir la hauteur maximale qui est supportée. Mais alors, lequel choisir maintenant? De nombreux processeurs sont livrés avec un petit VentiRad, mais ils sont souvent assez légers et deviennent vite bruyants dès qu'on démarre les choses sérieuses. C'est pourquoi je vous conseille à partir des i5 et des Ryzen 5 d'acheter un VentiRad dédié. Tant que vous ne voulez pas overclocker, c'est-à-dire augmenter la vitesse de fonctionnement de votre processeur, inutile de dépenser plus de 35 à 40 € dans un VentiRad. Pour un PC silencieux, dépenser entre 40 et 70 € vous permettra de gagner quelques degrés et surtout quelques décibels. Après, il n'y a pas vraiment de limite de budget et on va pouvoir dépenser jusqu'à 180 € ou plus pour installer un refroidissement par eau. Voilà qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce en l'air. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et on se retrouve très bientôt pour la quatrième partie où nous allons parler un petit peu de RAM.